Le muret en terrazzo. En bas de chez moi, sur le muret en terrazzo, enfin, pas vraiment un muret, plutôt un banc géant en forme de vague ou une banquette en dur. Apparemment, on appelle ça aussi un muret de jardinière. Aucun de ces termes ne me convient. Comme quoi manque toujours des mots pour définir la ville comme il se doit, un peu comme moi qui m'appelle Mathias et dont le visage ne me ressemble pas. À quel prénom je ressemble d'ailleurs? Faudrait que je demande au premier venu, mais il me prendrait pour un dingue. Einbidiena, on pose pas ce genre de questions. Faudrait redéfinir la ville à notre façon de l'habiter, chacun son dico, chaque lieu sa fonction selon l'usage qu'on en fait. Si je fais la liste des noms que je pourrais donner au muret, il y a banc à rêve. Oui, parce que j'y ai souvent vu ouvriers et jardiniers y faire la sieste. Ils arrivent en fin de matinée, la chemise trempée collée au dos, les mains pleines de terre ou de ciment séchés sous les ongles. Ils s'allongent là sans se poser de questions, sans regarder si quelqu'un les observe. Le corps s'abandonne d'un coup, comme un sac trop lourd qu'on lâche d'épuisement, tête posée directement sur le dur, le visage sous la casquette pour les plus pudiques, d'autres à nu, bouche entr'ouverte. J'ai même une fois surpris l'un d'eux parler en dormant, des mots en viette que je captais pas. Je les ai d'abord pris pour moi, je pensais qu'il me les adressait directement, j'ai même failli lui répondre. Puis j'ai compris en tournant la tête que le type parlait depuis son rêve, des phrases hachées, comme s'il répondait à quelqu'un. Me demande souvent comment certains arrivent à dormir aussi profondément en public. C'est intime le sommeil quand même, la position déglinguée du corps, les traits détendus, vulnérables, exposés à tous les regards, même le filet de bave qui coule sur la joue. Enfin, je dis ça, mais je me moque pas. Au contraire, je l'envie cet abandon-là. J'aimerais tant avoir la force de faire abstraction de tout regard sur moi, de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Tel le chien qui vient de chier juste à côté sans se soucier de rien ni de personne. On pourrait aussi nommer le muret table à manger pour enfants. Souvent, nannies ou grands-parents s'y installent pour y nourrir les petits-enfants, mes petits voisins de 2-3 ans, qu'on poursuit avec un bol plein de bouffe. Oui, on leur court après, la cuillère à la main, et on les supplie d'avaler une bouchée ou deux. Andy, Kang, Andy, mange, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, ça c'est pour les plus doux, ceux qui négocient avec patience, qui font encore l'avion avec la cuillère, qui promettent le Dieu portable après. Si tu finis ton bol, hein, tu l'auras seulement si tu le finis. Mais j'en ai vu des moins patients, notamment une grand-mère. Elle forçait le petit à pencher la tête en arrière, le tenait fermement par le menton avec une main de fer. Le petit hurlait à plein poumon, se débattait de tout son petit corps, les jambes qui donnaient des coups dans le vide cherchant un appui qui n'existe pas. Elle enfonçait la cuillère dans sa bouche grande ouverte par le cri, profitait du hurlement pour faire passer la nourriture. Ça ressemblait à de la torture, c'en était. Le petit s'étouffait presque, crachait la moitié de la bouillie qui coulait sur son menton, pleurait de rage et d'impuissance, les yeux rouges et mouillés. Comprends pourquoi il a jamais envie de manger, celui-là. À chaque fois qu'il voit le bol arriver, il sait ce qu'il attend. J'aimerais l'inviter chez moi un jour, le pauvre. Lui montrer que manger peut être drôle, bon et doux. Qu'on peut s'asseoir tranquille et mâcher à son rythme sans qu'on te force la main, qu'on peut même laisser dans l'assiette ce qu'on n'aime pas et qu'il existe des goûts qui rendent la vie meilleure, des saveurs qu'on découvre sans pression, sans cri,
sans violence. Il y aurait une autre expression pour nommer le muret, c'est un sèche-corps, où l'on s'assoit après une marche intensive, un jogging ou une promenade qu'on s'est forcé à faire. Ceux-là viennent toujours aux mêmes heures, dans la matinée, quand tout le monde est déjà au boulot et que la résidence est vide. Eux ont le temps, écouteurs aux oreilles, certains transpirent encore, le t-shirt collé au torse, la nuque luisante, d'autres ont déjà séché, juste une légère odeur de sel sur la peau, ils s'assoient là pesamment, regardent droit devant eux sans vraiment voir, la poitrine qui monte et descend encore rapidement cherchant l'air, les mains posées à plat sur les genoux comme pour se stabiliser, le regard qui devient soudain vide, absent, comme si le corps revenait mais que l'esprit était resté ailleurs, dans leurs pensées qui reviennent d'un coup, dans leurs soucis qu'ils avaient réussi à oublier pendant la marche, dans ce qui les attend en rentrant chez eux tout à l'heure. Parfois je les jalouse d'avoir su se motiver pour bouger, sortir, faire quelque chose de leurs muscles, parce qu'à part descendre, lire et écrire sur ce muret, j'avoue que je bouge plus beaucoup, car Cass commence à tirer de partout, le bas du dos surtout, qui se raidit dès le matin, les doigts qui craquent et qui m'empêchent même d'écrire certains jours, la plante des pieds qui fait grimacer chaque pas comme si je marchais sur des cailloux, ça commence à être grave vraiment, faut que je reprenne soin de moi avant de rouiller jusqu'à l'épave, avant de devenir ce corps figé qu'on voit parfois passer lentement dans l'allée. Enfin, le dernier nom que je donnerai au muret est celui associé à l'usage que j'en fais. C'est un pot secret. Parce que oui, certains s'y assoient et sortent leur téléphone qu'ils gardent d'habitude dans leur poche, le tiennent à deux mains comme un objet précieux et fragile, tapent des messages longs, très longs, effacent une phrase, recommencent, cherchent les mots justes. J'en soupçonne un en particulier d'écrire à sa maîtresse, un type d'une quarantaine d'années qui vient toujours en fin d'après-midi. Il regarde autour de lui avant de commencer, vérifie que personne ne peut voir son écran par-dessus son épaule, se penche dessus comme pour protéger le nude qu'il vient de recevoir ou qu'il s'apprête à envoyer. Son visage change complètement quand il lit une réponse, un sourire qu'il essaie de cacher en se mordant la lèvre, ou au contraire une crispation soudaine, les sourcils qui se froncent, une déception qu'on lit dans ses yeux. Peut-être lui a-t-elle écrit « On se verra pas aujourd'hui, je peux plus, j'en peux plus d'être la deuxième, d'être celle à qui on dit je t'aime une heure ou deux, avant de repartir vers ta vraie vie. » Et il reste là une bonne demi-heure, parfois plus, à relire les messages, à taper des réponses qu'il efface aussitôt, avant de finalement se lever et repartir vers sa vie. Moi, c'est mon espace de lecture, oui. C'est aussi mon pot secret, car je considère la lecture comme une activité secrète, intime, presque inavouable. Je suis sûr que les gens qui passent devant moi et qui regardent la couverture de ce que je lis se demandent de quoi il s'agit, de quoi ça parle, pourquoi ce type reste assis là des heures avec un livre. Certains, pour sûr, doivent se dire qu'il s'agit d'un roman policier, ou au moins d'une histoire avec un début et une fin, car c'est comme ça qu'ils considèrent la lecture, comme un film de merde pour se divertir, pour passer le temps, comme on dit. J'ai pas vu le temps passer. Ils sont même heureux qu'un film, qu'un bouquin leur ait volé du temps, leur ait fait oublier qu'ils existent. Ils savent pas comme je sens passer chaque seconde de lecture, moi, dans ma chair qui vieillit, dans mes yeux qui fatiguent. Rien de divertissant là-dedans. C'est une activité rare qui ne me sort pas de moi, bien au contraire, qui me fait rentrer en moi plus profond que jamais auparavant, qui m'explore de l'intérieur comme une sonde, qui me fouille et qui m'épuise aussi, qui me vide de mes forces tout en me remplissant de quelque chose que je ne saurais pas nommer. C'est donc là que je lis la plupart de mes bouquins. Dès que cet immeuble fut terminé, il y a 10 ans, j'ai pris mes aises sans demander la permission, d'abord attiré par la couleur grise du terrazzo, l'aspect lisse et froid des surfaces qui reflètent la lumière.
le reflet du jour qui change selon les heures. J'aime ces éclats de pierre, de marbre incrustés dans la matière, ces fragments de roche qui brillent. Me suis toujours senti plus proche de la roche que de la verdure, plus minéral que végétal. Déjà gamin, je m'allongeais par terre sur le ventre, sur les carreaux chauds au soleil des piscines municipales. Je restais là des heures, à sentir la chaleur monter dans mon corps, comme les lézards, comme les serpents qui cherchent la pierre pour se réchauffer. Je m'assois toujours au même endroit sur le muret, exactement à la même place, entre ombre et lumière. Oui, une jambe dans la lumière qui chauffe, l'autre dans l'ombre qui rafraîchit. Une jambe qui ressent la chaleur monter dans le mollet, l'autre qui reste fraîche, presque froide. Une aisselle qui transpire, l'autre qui frissonne. Ce déséquilibre me plaît. Là où le courant d'air me caresse, où il passe entre les deux blocs et vient se faufiler jusqu'à moi, assez en retrait pour regarder les voisins passer sans qu'ils me voient, tout en restant assez éloigné pour être peinard et pas être dérangé. Et si je croise un voisin que je connais, je peux facilement l'ignorer en prétextant que je lis, que je suis plongé dans ma lecture. D'ailleurs, je lis beaucoup. Oui, je lis toujours dehors, jamais enfermé dans ma chambre. Et comme c'est en bas de chez moi, je peux prendre des gros livres, des pavés de 500 pages, une encyclopédie même, tandis que si je pars loin dans le quartier, je prends un livre petit format qui tient dans la poche. Je suis l'étranger avec le livre qui cherche un banc. Ici, j'ai le choix, le luxe du choix. Je me suis toujours senti en coulisses dans ce lieu, comme si la scène se passait là-bas, autour du petit lac artificiel où il m'arrive de me perdre dans les reflets, ou dans l'allée principale où tout le monde passe parce qu'il y a les entrées des deux blocs du River Panorama. Il y a aussi le playground pour les enfants qui crient et qui courent. Mais ici, sur mon muret, il y a peu de gens, presque personne. 10 ans que j'habite ici. Ouais, 10 ans. Ce n'est ni beau ni laid, c'est rien, c'est carré, géométrique. Il y a des angles, des rectangles tracés sur le sol en béton. Il y a des vagues dessinées sur le plafond aussi, de même forme que mon muret qui ondule, ouais. Ils ont fait des vagues au plafond. On dirait un mouvement d'eau figé dans le béton, une mer immobile. Il y a des plantes contenues dans leur carré de béton qui les empêchent de s'étendre. En dessous, c'est le parking souterrain. J'entends gronder quelques motos, quelques moteurs qui rentrent et qui partent à toute heure. Et depuis ce muret, j'absorbe tout. Les angles de béton deviennent des arêtes dans ma posture. Les vagues au plafond ondulent dans ma respiration. Les plantes prisonnières serrent dans ma poitrine. Les éclats de marbre brillent sous mes paupières. Le courant d'air continue de souffler en moi même quand je rentre. Les ouvriers m'apprennent l'abandon. Les enfants me rappellent la violence des gestes doux. Les joggeurs me montrent mon corps qui rouille. Le type me dit la solitude des vies doubles. Les moteurs grondent maintenant dans mon sommeil jusqu'à ce que ce muret-là, dehors, devienne un muret ici, au-dedans. Un nouveau pli dans ma ville intérieure.